je crois que c'est plutôt un transfert d'expérience, c'est-à-dire que nous pouvons, et il faut repérer en médecine d'adulte un collègue intéressé à la transition, et nous pouvons lui raconter en quoi c'est enrichissant. Je pense ici par exemple aux jeunes avec des maladies chroniques, prenons encore le diabète comme exemple, mais où l'entretien motivationnel, trouver les motivations du jeune à se soigner est très important. Cet entretien motivationnel, il va rechercher des valeurs sur lesquelles s'appuyer à la fois chez l'ado, mais aussi dans la famille. Et ben ça peut être discuté avec le médecin d'adulte à qui on va confier ce jeune en disant, écoute, pour celui-là, vraiment, je sais pas, la grand-mère, par exemple, est formidable. Elle va étayer le jeune. Donc, reçoit non seulement le jeune, mais reçoit éventuellement la grand-mère. On a parlé des parents, mais pourquoi pas la grand-mère ou le grand-père? Parce que pour lui, c'est fondamental que c'est une figure de référence qui va l'aider à se soigner. Donc voilà, par exemple, donc c'est dans l'échange qu'on y arrive. J'aime la pensée complexe, j'aime pas tellement la pensée autoritaire, donc je trouve que c'est jamais très porteur de choses très intéressantes peut-être d'être comme ça avec. Mais l'idée dans le carnet de santé qui est pour les maladies chroniques une page sur la transition, ça c'est intéressant. Donc, mais je crois que ça se joue beaucoup dans la préparation anticipatoire de l'enfant, c'est-à-dire il faut lui dire qu'un jour on ne sera plus son médecin référent. Il doit le savoir, il doit le percevoir et progressivement ça va prendre corps. Je trouve que le faire comme ça est peut-être intéressant. Oui, alors, je ne veux pas donner une réponse de Normand, mais je suis assez d'accord avec Maria sur le fait qu'il faudrait quand même essayer d'introduire cette notion, encore formée, et puis pourquoi pas pendant les études médicales, expliquer qu'il y a quand même une période charnière qui est très importante dans les maladies chroniques, sur lesquelles on travaille de plus en plus, et donc ça c'est vraiment fondamental. Mais c'est vrai que Michel a raison quand il dit que c'est difficile d'imposer à un temps T donné une organisation pratique, parce que là encore, ça voudrait dire que les gens vont à un temps T donné travailler dessus, alors que moi, j'insiste sur le fait qu'il faut que le pédiatre travaille pendant des années, en réalité, Maria, avant la transition, avant le transfert lui-même, et que comme le médecin adulte va travailler pendant des années sur la transition après le transfert. C'est un travail de contact, c'est aller voir nos collègues, leur expliquer que voilà, nos enfants grandissent, qu'il y a telle maladie chronique, qu'il faut organiser donc la suite des soins. Et est-ce que dans l'équipe de médecine d'adulte qu'il y a dans l'hôpital, il y a des médecins plus particulièrement, des médecins, mais avec une équipe autour, hein, Philippe l'a dit, c'est pas qu'une histoire médicale. Est-ce qu'il y a des personnes qui globalement sont intéressées? Il faut accrocher une personne. Souvent on dit avec Philippe que c'est très humain cette histoire, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un contact avec qui vous puissiez parler. Il ne faut pas qu'il soit fermé à la communication. Et une fois que vous avez identifié ce contact, il y a effectivement formaliser la collaboration et puis aussi, je crois, le mettre au courant de nos pratiques au travers de réflexions. Et il n'y a pas mieux de commencer par des cas cliniques et de discuter des cas cliniques. Voilà ma pratique, pourquoi je n'ai pas fait le schéma habituel que vous faites en médecine d'adulte. D'ailleurs, c'est quoi votre schéma en médecine d'adulte? Moi, en travaillant sur la transition avec Philippe et d'autres médecins d'adultes, j'ai beaucoup appris sur la médecine d'adulte, au fond. Alors, on rattrape jamais totalement un passé, moi, je crois. D'accord, c'est la première leçon. Maintenant, des patients qui arriveraient entre 25 et 30 ans, donc plus âgés que ne le voudrait l'âge de la transition, moi, je pense que ça vaut la peine de travailler avec eux, qu'ils rencontrent quelqu'un comme Sabine à nos côtés, pourquoi pas Sandrine comme coordinatrice, pour voir les points sur lesquels on peut travailler pour les aider, je dirais, à prendre possession de leur maladie en tant qu'adultes, cette fois-ci, pas jeune adulte. Au fond, c'est ça, c'est qu'on leur a volé cette période de l'adulte émergent qu'elle faisait référence Michel. Et je pense que la seule façon de rattraper l'échec, c'est d'essayer de voir si en mettant des outils qu'on applique aux jeunes adultes, à un adulte plus âgé, on arrive à lui donner l'envie de reprendre confiance dans son parcours de soins médical et auprès d'une équipe qui est plutôt mobilisée, par exemple dans notre cas. Mais c'est vrai que ce n'est pas complètement évident. En fait, le plus souvent, les jeunes le savent déjà. Et
quand c'est une maladie avec un potentiel héréditaire, c'est abordé au moment de la consultation et on pose la question finalement de est-ce qu'eux, ils ressentent le besoin de faire un point sur cette question-là, là maintenant, tout de suite. Le plus souvent, la réponse est non, c'est pas dans leur préoccupation immédiate. Et donc, on dit que c'est quelque chose auquel on reviendra plus tard. Et moi, je me le note quelque part qu'il faudrait y revenir. Et à ce moment-là, moi, je repropose, alors pas tout de suite après la transition, mais un peu plus tard, 2 ans plus tard, de dire et si on refaisait le point sur cette maladie génétique et le mode de transmission, est-ce que vous voulez qu'on fasse le point ensemble? Est-ce que vous voulez que ce soit fait avec un généticien? Est-ce que ça peut être un premier point là et puis une consultation plus poussée quand vous serez plus demandeur? Ils ont rarement finalement de questions tant qu'ils ne se projettent pas vraiment dans une paternité ou une maternité. Le besoin est beaucoup plus prégnant au moment où ils se projettent dans un projet de parentalité. Donc on l'aborde mais on ne force pas et voilà. Nous, on n'a encore jamais travaillé avec les pharmaciens. Je pense que néanmoins, ces patients qui ont des pathologies, on a dit rares et chroniques, je pense que le lien à la pharmacie et que le pharmacien puisse aussi se faire le relais d'un problème d'observance thérapeutique est particulièrement important. J'ai un souvenir particulièrement douloureux d'un patient avec une insuffisance surrénale qui avait des problèmes d'observance et le pharmacien peut à ce moment-là peut-être faire le lien quand on voit qu'il ne vient pas chercher ses ordonnances, quand on voit qu'il n'y a pas le renouvellement attendu ou des boîtes de médicaments qui attendent, je pense que le pharmacien peut avoir vraiment un rôle crucial. Ouais. Alors, malheureusement, pour la tarification, je pense que je n'ai pas du tout les cordes et que les bourses sont un peu vides, mais on passe au minimum 45 minutes ensemble. Et parfois, en 2 temps, parfois le jeune demande à ce que les parents sortent pour dire quelque chose de particulier. Et donc, ça prolonge encore un peu. En tout cas, c'est sûr que ça ne peut pas être fait en 20 minutes, ça c'est sûr. Donc, on part plutôt sur 45 minutes et souvent 1 heure. Sans compter parfois le temps de débrief avant la consultation entre nous pour certains jeunes. Donc, pas pour tous, mais pour certains. Mais comme on a vraiment l'habitude de fonctionner ensemble, tout ce temps qu'on prenait beaucoup avant pour préparer des consultations, on l'a beaucoup raccourci parce qu'on se connaît vraiment tellement bien avec le docteur Sabine Baron que voilà, il y a des choses qui passent un peu en pilote automatique finalement avec le temps. C'est-à-dire ce qui peut être plus laborieux quand on commence à mettre en place ce type de consultation devient beaucoup plus fluide avec le temps. C'est vraiment, en tout cas on l'a remarqué. Bonne question. Nous, on change effectivement de radiologue référent. On a l'habitude que les annonces diagnostiques de rendu de résultats d'imagerie ne soient pas faits par les radiologues, qu'ils soient vraiment faits par le médecin pédiatre ou endocrinologue adulte. Et donc, finalement, nous, à Nantes, le jeune n'a pas vraiment de contact particulier avec le radiologue, ce qui fait qu'on ne l'implique pas dans cette transition. Par contre, il sait au même titre qu'il va passer dans un service de médecine adulte, qu'il va passer dans un service de radiologie adulte avec un nouveau référent. Mais ça s'arrête là, pour notre expérience, j'entends. Alors, moi, je voudrais faire un premier commentaire. Je pense que ce n'est pas un bon signe maturatif et une aide aux enfants que l'idée qu'ils vont être suivis par le même médecin toute leur vie. Et je pense à certaines personnes qui suivaient notamment les personnes ayant un diabète comme ça au cours de leur vie et qui ne faisaient pas de transition. Et je trouve que c'était une perte de chance pour ces jeunes adultes parce qu'ils ne pouvaient pas être compétents comme le sont les diabétologues d'adultes. Et le monde de la pédiatrie et la diabétologie d'adulte sont complémentaires. Et je pense que c'est un facteur de maturation, justement, que de savoir qu'à un moment, on va effectivement, comme un enfant quitte le nid familial, eh bien, on va quitter l'équipe médicale pédiatrique qui vous suit. Donc moi, c'est le premier commentaire.
Je pense que la formation théorique a peu d'intérêt finalement. Je pense que c'est vraiment d'aller au contact et de voir comment ça se passe et ressentir les choses qui est important. Par contre, ce qui est difficile, c'est que tous les internes en formation, en pathologie, adultes passent en pédiatrie, ça ne va pas être possible. Donc, il faut peut-être qu'on réfléchisse collectivement à des espèces de mini-stages, c'est-à-dire de ne pas faire forcément un semestre entier, mais d'aller voir un mois sur un semestre particulier dans le cursus, d'aller voir ce que c'est en pédiatrie pour permettre justement à nos jeunes d'aller se former sans noyer non plus les pédiatres. Ce qui est difficile dans les stages courts, c'est que quand on les accueille, il faut que l'équipe qui les accueille puisse leur expliquer un minimum le fonctionnement, etc. Donc je ne sais pas quelle est la bonne formule. Nous, on a cette chance en endocrino adulte de ne pas avoir trop d'endocrinologues adultes formés. Du coup, ça permet d'aller en pédiatrie, mais on ne peut pas l'imaginer pour toutes les spécialités. Donc peut-être certaines spécialités, peut-être déclinées différemment, je ne sais pas. Comme l'a dit Delphine, déjà si tous les médecins adultes au cours de leur formation passaient 6 mois en pédiatrie, je pense que ce serait déjà un énorme plus parce que ça leur permettrait d'abord de développer leur sens clinique auprès des jeunes enfants et adolescents, ce que la plupart des médecins adultes ne savent pas faire ou apprennent vaguement sur le tas. Et donc ça, c'est plus qu'une formation théorique. C'est travailler au contact du milieu pédiatrique, s'imprégner de l'ambiance d'un hôpital d'enfants. Je pense que ce serait absolument fondamental, au-delà de la formation théorique de telle ou telle pathologie, parce que ça devient peut-être plus compliqué et plus difficile à mettre en place. Moi, je suis clairement pour la consultation conjointe. Je pense que si on n'arrive pas à faire la transition sur la consultation conjointe, on a le droit de faire le ping-pong, mais puisque rien n'est interdit. Mais je crois que vraiment la force d'être posés ensemble autour du patient, de son histoire et de sa projection, c'est une force pour les médecins et pour le patient. Donc on est ensemble en permanence, Michel, mais pas forcément face au patient. Avec Michel, on n'est pas dans cette configuration-là. Et même du temps où moi j'étais dans le même hôpital que Michel. Ça veut dire que je crois qu'il y a aussi une possibilité d'envisager les choses différemment. Le ping-pong, j'y crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'au début, le pédiatre ait besoin de revoir 1 fois, voire 2 fois le patient, c'est bien, mais pas pendant des années. C'est pas gérable parce que personne n'y trouvera son compte. Je sais que la consultation mixte s'est envisagée par énormément d'équipes en France en se disant ça va être la meilleure façon de faire les choses. Moi, je réinsiste ici pour les personnes qui sont présentes à nos côtés ce soir pour redire la transition. Allez, ce sont des années. Donc, que tu fasses 1, 2 ou 3 consultations, très bien, ça nous rassure, nous, probablement plus médecins, que ça élabore un vrai projet de vie, incluant la médecine pour le patient. Très grand, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il y a derrière, si c'est l'autonomie, par exemple, qui pourrait être un signe de maturité et quelque chose qui fasse partie de l'âge grand, c'est de dire en effet que l'autonomie, c'est une indépendance tout d'abord, c'est-à-dire pouvoir faire des choses tout seul, et puis, mais c'est surtout à un moment donné de prendre conscience des limites que l'on a à une période de notre vie. C'est-à-dire là, je pourrais faire, je sais intellectuellement ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Alors à ce moment-là, je suis capable de demander de l'aide. Donc autonome, c'est pas être seul, c'est certainement être indépendant, mais c'est ajouter, dire si je demande de l'aide ailleurs, à d'autres personnes, dans d'autres endroits, c'est pas que je deviens un petit bébé. Non, c'est que justement, je suis d'autant plus grand que je suis capable de reconnaître ma limite aujourd'hui. Mais je laisse pas tomber ma pathologie et mes traitements, je demande de l'aide. Je sais pas si ça peut répondre à la question. Alors, justement, en éducation thérapeutique, le fait qu'on ait des outils pédagogiques avec des activités, telles que je vous ai présentées, par exemple, la photo-expression, où on passe par le visuel, par exemple, ça permet justement que la parole, dans un premier temps, ne soit pas nécessaire pour ces jeunes qui, de toute façon, vous avez raison, tous les adolescents, non pas qu'ils réduisent leur capacité intellectuelle, mais ils ont une inhibition verbale. Introversion, si l'introversion s'ajoute, ça peut être compliqué de se retrouver
retrouver en groupe et de discuter, même s'ils le réclament. Donc, l'activité pédagogique permet justement. Philippe, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît, parce qu'on t'entend. Merci, voilà. Donc, l'activité pédagogique permet de s'extraire justement de cette verbalisation et de cette mentalisation. Et si en effet, parfois, il peut y avoir certaines déficiences, on peut combler cela. Par exemple, on a organisé un groupe il y a quelques temps. C'était un groupe avec des jeunes patients. Il y en avait deux qui étaient, il y en avait une qui était malvoyante et l'autre non-voyante. Ben, au lieu de découper cette activité pédagogique, on avait pris la musique, en fait, comme support pédagogique. Donc, en fait, tout le monde s'y est retrouvé. Donc, ça, c'est pour la réponse à l'introversion ou à certaines déficiences, voire à certains handicaps. Après, c'est vrai que l'éducation thérapeutique qui passe comme ça par le verbe, elle ne peut pas être proposée forcément à tout le monde. Par exemple, dans notre bâtiment, à la salle P, on a par exemple les jeunes patients atteints de Willy Prader. Il y a actuellement une élaboration d'un programme qui va être spécifique pour eux. C'est-à-dire que là, on ne peut pas présenter les jeunes avec toutes les pathologies diverses. C'est quelque chose qui est spécifique pour eux. Il y a des moments où il faut faire autrement. Alors sur la qualité de la transition, pour ça c'est un peu difficile de répondre. Par contre sur la position du médecin généraliste, j'ai envie de dire que c'est une position qui est assez centrale dans le sens où pour illustrer un peu et en même temps apporter une réponse, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu donc l'orientation d'un patient en transition par justement le médecin traitant, avec bien sûr soutien du médecin pédiatre en nutrition, mais du coup qui m'a été adressé par le médecin traitant. C'est-à-dire que le médecin traitant avait vu le patient en consultation voilà, assez banale, en tout cas en ville, a questionné le patient sur son parcours, tout simplement de santé, et donc a pu remonter les informations pour savoir qu'il était effectivement suivi en pédiatrie il y a déjà un an et demi, que la transition avait été orientée il y a un an et demi, et que le patient n'avait jamais repris rendez-vous. Donc effectivement, à ce moment-là, il y a une boucle qui a été mise en place entre le médecin généraliste et le médecin pédiatre pour ensuite orienter le patient vers le service de nutrition et d'endocrinologie. Donc du coup, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le médecin généraliste aussi pour faire le lien avec le patient et rappeler aussi l'importance de cette continuité et cette transition, peut-être que le patient aurait été perdu de vue encore plus longtemps. Au cours du DU ces 10 dernières années, on a eu beaucoup de médecins généralistes qui sont venus, parfois de régions un peu enclavées, où la relation à l'hôpital n'était pas forcément évidente, où ils se sentaient eux-mêmes écartés par la médecine hospitalière ou hospitalo-universitaire de telle ou telle grande ville, mais qui était à 100 ou 200 km, alors qu'ils avaient une mission quotidienne auprès du patient local. Et je pense que c'est fondamental de bien garder en mémoire le fait que le médecin généraliste, même s'il n'est pas expert dans la maladie rare, a un rôle de tampon, d'entraide, de soutien sur le plan humain absolument considérable. C'est lui qui peut aussi être un lanceur d'alerte, en quelque sorte, s'il se rend compte que son patient ne va pas bien. Donc je pense que c'est important. C'est comme on disait tout à l'heure, la difficulté de créer ce lien avec le monde associatif, parfois. On sait bien que la médecine hospitalière a parfois de la difficulté à créer le lien avec le monde de la médecine générale. Je pense que c'est peut-être pas encore dans la culture quoi, de parler des associations de patients. C'est plus justement lorsque l'on avait fait notre travail avec les associations de patients européens, on a vu que dans certains pays c'était systématique quoi. Aussitôt par exemple aux Pays-Bas ou dans d'autres c'est un petit peu c'est plus la règle quoi, en fin de compte, de leur donner les coordonnées des associations de patients.
Mais je pense que l'association, on est vraiment un lien entre les médecins et les patients. On peut remonter les problèmes ou d'un côté comme de l'autre. C'est vrai qu'on voit très nettement que lorsqu'une association est présente comme l'association surrénale, la communication se fait mieux autour des patients qui ont des pathologies concernées par l'association. Ça ne veut pas dire que les patients ressentent tous le besoin d'aller au contact de l'association. À l'inverse, quand on a moins de relations avec le monde associatif, pour quelque raison que ce soit d'autres pathologies, eh bien, on va être beaucoup plus dans une relation classique, je dirais, du médecin vers le patient. Là où justement, dans le parcours de Transcende auquel je faisais référence tout à l'heure, pour nous, il y a une omniprésence du monde associatif. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde associatif puisse rentrer finalement chez le patient pour dire qu'ils existent. Et c'est vrai, Claudine, Colin, vous avez tout à fait raison de souligner que nous ne sommes pas dans une culture, en tout cas dans le monde hospitalier ou hospitalo-universitaire, nous ne sommes pas dans une culture de relations spontanées évidentes avec le monde associatif, qui parfois est vécu comme des empêcheurs de tourner en rond pour certaines pathologies. Et donc, ça peut être au contraire vécu négativement. Alors que je pense que c'est un enrichissement et une possibilité d'avoir le retour du patient à travers le monde associatif qui est absolument considérable. Donc, moi, je suis heureux de cette relation avec le monde associatif et je pense qu'il faut qu'on arrive à la développer encore plus.